Eh bien, on a d'ailleurs la peau du ventre trop tendue, Ariel, car de plus en plus de Français seraient intolérants à certains aliments. Pour se sentir mieux, parfois, on arrête le pain, le sucre, la viande. Certains d'entre nous bannissent à tout jamais le gluten. Alors, on a parlé dans l'émission en début de semaine de l'importance de la flore intestinale sur notre santé et de sa bonne connaissance qui pourrait permettre à la médecine tout simplement de diagnostiquer plus rapidement certaines maladies. Mais en attendant, le problème au quotidien, c'est de pouvoir prendre un repas sans avoir à en souffrir. Alors, est-ce que les méthodes miracles et les régimes alimentaires sont efficaces pour soigner les maux de ventre et peuvent-ils avoir un réel impact sur notre bien-être? Pour en parler avec vous, chers auditeurs, nous sommes avec Laurence Plumet. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente, vous êtes médecin nutritionniste, vous êtes l'auteur aussi de Sucre, gras, sel, ce que contiennent vraiment nos aliments, aux éditions Erol. Merci d'être avec nous, on a beaucoup de questions à vous poser, mais avant cela, Mathilde, ce sujet intolérance alimentaire, c'est devenu un vrai business pour le monde de l'édition. Bah oui, tout le monde essaye de surfer sur le succès du charme discret de l'intestin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ouvrage allemand paru il y a 2 ans, dont le héros était donc un intestin et qui disait qu'il s'agissait de notre deuxième cerveau. Aujourd'hui, ce livre est devenu un best-seller, vendu par millions d'exemplaires dans le monde entier. Et depuis ce succès plutôt inattendu, on peut le dire, pas un mois sans qu'un livre ne sorte sur le sujet. Le dernier en date, c'est celui-ci. Alors Une bonne digestion, c'est la solution. Du docteur Adrian Schult, un Allemand oui. lui aussi. Tout le monde rigole dans le public. Oui, mais alors oui. qu'est-ce qu'il propose ce docteur? Un programme détox de 10 jours pour le transit, pour, je cite, chouchouter notre intestin. C'est vrai qu'on y pense pas. Et qui consiste donc à changer, mais alors radicalement, son alimentation. Dans ce livre, par exemple, on vous conseille de manger de la viande 2 fois par semaine, de prendre qu'une seule tranche de pain par jour et encore d'éviter de manger des laitages quotidiennement. Alors, est-ce qu'on va encore avoir le droit de manger quelque chose? Et surtout, est-ce que tout le monde doit adopter ce genre de régime restrictif? On va voir ça avec vous, docteur. Alors, docteur Laurence Plumet, c'est vrai que moi, je n'y comprends plus rien. Chaque semaine, on dit qu'il y a des super aliments. Le lendemain, on nous dit de surtout pas les ingurgiter. Donc, pourquoi ce sujet de l'intolérance alimentaire, ça a pris autant de place dans notre quotidien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est trop stressé? On mange trop vite? On mange trop, tout simplement? Alors, c'est un fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se plaignent d'avoir mal au ventre, d'avoir des gaz, d'avoir des douleurs. C'est pas tellement la faute de l'alimentation en soi ou le fait que le gluten puisse être plus toxique. Je rappelle qu'il y a quand même au moins 50 ans, les gens mangeaient beaucoup plus de pain qu'à l'heure actuelle. Oui. Ah oui. Ils se tapaient facilement 500 grammes de pain par jour. C'est l'équivalent quand même de 2 baguettes. Oui. Et tout se passait très bien sur le plan même du transit. c'était une grosse partie de leur budget parce que les gens. Exactement, il n'y avait pas de problème. Donc, je crois que, en fait, c'est une conjonction. Si vous voulez, comme vous le dites très justement, on s'intéresse de plus en plus au microbiote et au fait que l'intestin soit devenu un organe à lui tout seul, intelligent et qui est très sensible et qui réagit à plein de stimuli. Et en fait, nous avons un mode de vie qui est plutôt propice au fait d'avoir mal au ventre. Comme vous le dites, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression. Les gens mangent beaucoup plus vite. Autrefois, on restait facilement à table, au moins 30 minutes, 40 minutes, on mangeait lentement. Et alors maintenant, c'est les quoi? gens mangent beaucoup plus vite. En moyenne, on est à 20 minutes. Ah oui. Oui, on mange 2 fois plus vite, donc on avale beaucoup plus d'air. Donc, il y a beaucoup plus de problèmes d'aérophagie. On mange beaucoup plus de féculents, parce que vous parliez des sandwichs. Bon, bien sûr, le pain. Mais le pain, c'est une source de glucides, comme les autres féculents d'ailleurs, le riz, les pâtes et compagnie. Oui. Et les glucides, le microbiote, il adore les glucides. Et pour manifester son contentement, eh bien, il libère des gaz. Et plus on mange du pain et des féculents, eh On bien, peut le dire. plus on a des gaz. Voilà. Bon. Donc, vous voyez, on est stressé, on mange vite, on avale de l'air, on boit des boissons gazeuses, de plus en plus. Et forcément, faut On que mange ça pète beaucoup à un plus moment de donné. féculents et donc les gens ont Bah mal oui. au ventre. Ah oui. Alors, on va en parler. On va faire le tri avec vous, Laurence Plumet, parce que là, ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Si vous vous sentez concerné, si vous avez mal au ventre, un peu chaque jour, finalement, après chaque repas, si vous êtes intolérant, peut-être d'ailleurs à certains aliments, eh bien, vous pouvez déjà réagir sur le hashtag Bonjour la France. À tout de suite. Europe 1, Daphné Burki. Europe 1, Daphné Burki. Vous écoutez Bonjour la France et en une du jour ce matin, les intolérances alimentaires. De plus en plus de Français seraient intolérants à certains aliments. Vous, chers auditeurs, pour se sentir mieux, parfois, on arrête le pain, le sucre, la viande. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux de Bonjour la France. Nous sommes avec Laurence Plumet. Vous êtes donc médecin nutritionniste. Vous êtes l'auteur, je le remontre, de Sucre, gras, sel, ce que contiennent vraiment nos aliments, aux éditions Erol. Alors, se priver complètement de certains aliments, c'est pas une grosse bêtise? Bon, si, bien sûr. Mais vous savez, on a le transit qu'on mérite, je dirais. En principe, quand on mange bien, de façon équilibrée, Oui. et qu'on mange un peu de tout
tout se passe très bien. On n'a aucune raison, de façon arbitraire, d'éliminer quoi que ce soit de son alimentation, à moins qu'on ait dépisté que l'on puisse être Diabétique, un peu intolérant à quelque chose. C'est pour ça que j'incite les gens vraiment, non pas à obéir, comme ça, à des ordres, arrêter le lait, arrêter le gluten, etc., mais d'abord être à l'écoute d'eux-mêmes. Mais comment on fait pour être à l'écoute de C'est simple. En fait, celui qui est sensible au gluten, il s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il mange du pain, il n'est pas bien. Il digère mal, il a un gros ventre, il a plein de gaz, il a des douleurs abdominales. On n'y pense pas forcément parce qu'on se dit c'est bien de manger un morceau de pain comme ça par jour. Donc peut-être qu'on ressent même plus la douleur alors qu'on n'est pas à l'aise. Si, je vous assure. Celui qui est sensible au gluten, il n'est pas bien. Quand il a mangé du pain, quand il a mangé une pizza. Par contre, quand il mange du riz, il n'y a pas de problème. Vous voyez, parce que le gluten ne se trouve que dans le blé, l'orge, le seigle et l'avoine. Donc le pain, la pizza, la semoule, les pâtes. Par contre, cette personne va très bien digérer le riz. Par contre, si elle digère pas bien le pain et les pâtes, mais qu'elle digère pas bien non plus le riz ou les légumes secs, c'est que cette personne n'est pas sensible au gluten, elle est tout simplement atteinte de ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Qui concerne quand même une personne sur 5. On va parler évidemment de tout cela. Mathilde, vous avez recueilli les témoignages d'Adeline qui, comme beaucoup de Français, souffre de maux de ventre. Oui, Adeline a 34 ans, elle vit en Nouvelle-Calédonie, on peut d'ailleurs dire bonjour à Nouméa. Depuis toute petite, Adeline a mal au ventre. Alors ce n'est pas une maladie, mais c'est une gêne au quotidien. Et pendant des années, elle a essayé de chercher quelle pouvait être la cause de ce mal, mais sans vraiment la trouver. Ça fait des années, même quand j'étais plus jeune, j'ai même fait des échographies pour voir si j'étais pas intolérante à certaines choses. J'ai fait des tests allergiques. J'ai souvent mal au ventre, souvent ballonnement, choses comme ça. Ça me fait des crises un peu spasmophilie un petit peu au niveau du ventre. On se sent constamment, pas grosse, mais on a l'impression qu'on a toujours 2-3 kilos en plus dans le ventre. Ouais, franchement, c'est un souci. Et puis même pour mon conjoint, j'étais toujours en train de me plaindre en me disant j'ai mal au ventre tous les jours. Ça me le fait souvent le soir. Alors après, c'était souvent peut-être dû au stress. J'ai fait pas mal de petites recherches là-dessus et depuis, c'est passé, ça va mieux. Comment est-ce qu'elle a fait pour aller mieux ? Eh bien, en fait, l'année dernière, Adeline est tombée enceinte. Et là, elle a décidé de changer son alimentation. Elle a éliminé certaines choses. Et là, elle a senti un mieux-être quasi immédiat. Je me suis rendu compte que c'était mon alimentation. Je mangeais beaucoup de crudités, très peu d'aliments qui étaient plus sains, qui étaient moins irritants, on va dire, pour le côlon, l'estomac, quoi. Je mangeais beaucoup, je sais pas moi, de choux, de brocolis. Je buvais souvent des eaux gazeuses, toutes ces choses-là. En fait, je me suis rendu compte que ça n'aidait pas pour le ventre. Donc ça, c'est pour les aliments qu'elle ne consomme plus aujourd'hui. Alors j'ai demandé à Adeline par quoi elle les avait remplacés. J'ai privilégié plus les aliments, on va dire, cuits, et puis les eaux aussi qui sont importantes. Tous les matins, par exemple, ça c'est quelque chose qui marche bien. Je bois du jus de citron le matin à jeun, et ça permet vraiment de réactiver un peu les fonctions digestives. Après, je suis passée plus aux tisanes à base de fenouil, qui sont pas mal pour la digestion, ou moi mon petit remède perso, c'est de mettre 3-4 petits grains de clou de girofle dans de l'eau chaude. Ça marche bien aussi, ça permet de vraiment déballonner, et c'est un remède anti-inflammatoire, donc ça marche bien. Puis après le sport. Le sport, forcément, ça a beaucoup aidé aussi pour tout ce qui est fonction digestive. Alors Laurence, le jus de citron à jeun et les clous de girofle dans l'eau chaude, est-ce que ça marche vraiment ? Oh non, ce ne sont pas des remèdes miracles, chacun il va... Non, en fait, je crois qu'Adeline s'est surtout sentie beaucoup mieux parce qu'elle a retrouvé tout simplement une alimentation équilibrée et qu'elle s'est remise à bouger. Mais des brocolis, ça n'avait pas l'air déséquilibré de manger des brocolis. Mais elle en mangeait sans doute de trop. Vous savez bien que les choux, ça dégage du gaz aussi. Je vais encore vous faire rire. Et le cru, on évite. Alors, le cru, c'est pareil. Tout est une question de quantité. Les gens qui mangent trop de crudité, que du cru, c'est de la cellulose, elle est abrupte, ça râpe. Et quand ça râpe, ça fait mal. Voilà. Alors, donc, on va en parler un du peu cru. de crudité, des légumes cuits. Donc, il faut une petite assiette de crudité à midi, par exemple, et puis plutôt manger des légumes cuits le soir, vous voyez. Mais être dans l'équilibre et la raison. Voilà. Manger un petit peu de tout. C'est compliqué pour nous d'être dans l'équilibre et la raison. Heureusement que vous êtes là, docteur. Ne bougez pas, on va continuer à en parler et surtout à donner des conseils à nos auditeurs qui se reconnaissent dans ces témoignages. À tout de suite. Europe 1, Daphné Burki. De plus en plus de Français seraient intolérants à certains aliments. Alors pour se sentir mieux, vous le savez, on se prive, on finit par avoir une vie quotidienne et une vie sociale plus compliquée. Nous sommes toujours avec Laurence Plumet. Vous êtes médecin nutritionniste, auteur de Sucre gras, ce que contiennent vraiment nos aliments aux éditions Erol. Et vous nous disiez, avant de nous concentrer sur notre alimentation, si on a des maux de ventre quotidiens, qu'est-ce qu'il faut faire alors ?
Bon, d'abord, il faut partir du principe que c'est pas normal d'avoir mal au ventre. Bon. Donc il faut s'assurer, et ça en qualité de médecin, je tiens à faire passer le message, s'assurer qu'il n'y ait pas une pathologie du côlon qui s'exprime de cette façon-là. Donc pour le savoir, il n'y a qu'une solution, c'est la coloscopie. Oh là, on y va. Alors, À évidemment, n'importe quel âge non, alors à partir de 50 ans, il faut en faire une systématiquement. D'accord. Il faut s'offrir une coloscopie, c'est pas grave, il y a un petit Allez, lavement c'est la cadeau. veille, On y va. voilà, le côlon est bien propre, nickel, monsieur propre, le lendemain, c'est un examen qui dure C'est 20 bien de le minutes, faire en Ouais. plus. le médecin Il faut, voit c'est tout. important. Voilà, s'il y a des polypes, on les enlève, s'il n'y a rien, au moins on est sûr qu'il n'y a rien. Hop là. Donc ça, c'est vraiment le message que je veux faire Et on passer. peut aller vraiment beaucoup mieux après, souvent. Oui, parce que ça peut déstresser et puis ça rassure de savoir Bien sûr. qu'il n'y a rien. Bon, donc ça c'est une chose. Et a fortiori, évidemment, donc à partir de 50 ans, pour moi, je considère que c'est obligatoire d'en avoir au moins une fois dans sa vie. Oui. Et si on a moins de 50 ans, il faut s'interroger. Est-ce que dans ma famille, il y a des antécédents de cancer colorectaux Est-ce que quand j'ai mal au ventre, c'est toujours au même endroit Parce qu'en général, quand c'est une intolérance alimentaire, ce sont des gaz. Donc les gaz, ça voyage. C'est diffus. Ça voyage. C'est un Donc peu un coup, on a partout. mal à droite, un coup, on a mal à gauche. Par contre, d'avoir mal toujours au même endroit, Mauvais et D'accord. une douleur un peu sourde, y compris la nuit, quand on est à jeun, tout ça, ça n'est pas normal. Mais Laurence, en fait, c'est un sujet tabou. Quand on Euh, a mal au ventre, Oui, on il ne faut on pas n'ose hésiter à trop en parler à son parler. médecin. Il faut en Si on n'en parler. parle pas à son entourage, au moins on en parle à son médecin. Mais oui, hein. parce que ça peut devenir un supplice au quotidien. C'est en tout cas Oui. ce que vous a confié Isabelle, Mathilde, que vous avez rencontrée. Oui, Isabelle a 34 ans, elle vit en banlieue parisienne, elle travaille dans les assurances et Isabelle le reconnaît, elle a toujours très mal mangé. Elle consommait beaucoup de fast-food et de nourriture industrielle. Elle ne faisait pas vraiment attention à son alimentation et il y a 5 ans, elle ressent des maux de ventre inexpliqués. J'ai commencé à avoir des maux de ventre, des brûlures d'estomac, des spasmes intestinaux. Au début, je me disais que ça allait passer et puis ça passait pas du tout, ça continue à s'aggraver. Donc après, j'ai commencé à consulter des gastro-entérologues qui me prescrivaient des médicaments qui me soulageaient plus ou moins et puis on augmentait au fur et à mesure les doses et puis j'étais dans une boucle infernale parce que j'étais arrivée à 40 médicaments par jour et les gastro-entérologues qui me disaient bah, vous allez devoir vivre avec, vous avez ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable. Voilà, Isabelle l'a dit, Ouais. elle a prenait 40 médicaments par jour et à cause de son mal de ventre, elle a été en arrêt maladie pendant 4 ans. C'était vraiment un calvaire. Et alors après avoir tout essayé, elle a décidé d'aller voir un naturopathe. C'est une médecine douce où l'on vous soigne avec des plantes pour tenter justement d'éviter de prendre autant de médicaments. Je ne me voyais pas vivre comme ça parce que je sentais que mon foie il était en train de me lâcher. J'ai commencé à consulter après des naturopathes qui m'ont dit c'est peut-être l'alimentation. Un truc qu'aucun gastro-entérologue ne m'avait dit jusque-là en fait. J'ai commencé à enlever des choses comme d'abord le gluten, le lactose et puis j'ai pu diminuer mes doses de médicaments petit à petit. Donc je me suis vraiment renseignée après en me disant c'est peut-être finalement sur l'alimentation que je vais pouvoir m'en sortir. Et donc Isabelle change radicalement d'alimentation. Je lui ai demandé quel régime elle avait maintenant. Maintenant, je mange de tout, sauf les légumineuses, certains légumes comme par exemple la pomme de terre. Ça va enlever certaines huiles qui sont pro-inflammatoires comme l'huile de tournesol, le gluten, les produits laitiers. Aujourd'hui, je n'ai plus un seul médicament et plus du tout mal au ventre. Oui, par contre, aujourd'hui, Isabelle, vous l'avez compris, elle a une alimentation très stricte. Ouais. Et depuis qu'elle n'a plus mal en ventre, elle a eu un enfant, elle vit en couple. Alors, je lui ai demandé comment elle faisait avec son mari ou avec ses amis. Alors, mon mari ne mange pas du tout comme moi parce que lui n'est pas malade, donc du coup, il voit pas trop pourquoi il se priverait des bonnes choses. Au début, c'était compliqué parce qu'il a fallu que je m'adapte et quand on est habitué pendant des années à manger d'une certaine façon, c'est assez compliqué. Mais finalement, après, il faut juste revoir un peu sa façon de manger. Et surtout, après, c'est du fait maison, quoi. Clairement, oui. On peut plus manger industriel, quoi. Je ne peux pas manger au restaurant. Mes amis, je leur dis, soit j'amène, soit ils font eux-mêmes des choses sans gluten, sans lactose, etc., quoi. On voit quand même bien que ça impacte énormément C'est la vie compliqué. sociale. Laurence Plumet, comment on fait pour éviter que la vie de ceux qui ne sont pas intolérants autour de nous, ça devient compliqué, quoi, la Bien sûr. cohabitation. Alors, c'est pas parce que Isabelle se sent mieux avec cette façon de manger qu'il faut en déduire pour autant qu'il faille se passer de lait, qu'il faille se passer de Non. produits laitiers, qu'il faille se passer de gluten. Encore une fois, chaque cas est un cas particulier. Je voudrais quand même rappeler que, en ce qui concerne les produits laitiers, puis après je passerai tout de suite au gluten, il y a quand même 90% des gens
gens en France qui digèrent admirablement le lait, les produits laitiers et le lactose. Donc, le phénomène de l'intolérance au lactose ne concerne que 10% de la population, alors qu'on a Ce qui est tendance à en énorme faire... déjà quand même. Voilà, oui, mais enfin, on en fait un casus belli, et Oui. en fait, 90% Non, mais des les gens n'ont produits aucun laitiers, problème. les laits de vache, par exemple, ont très mauvaise presse en ce moment. Oui, mais à tort, totalement à tort. Alors Laurence Plumet, on va continuer à en parler dans un instant sur Europe 1. On va vous donner des conseils à vous, chers auditeurs, évidemment pour ces maux de ventre persistants. À tout de suite. Europe 1, Daphné Burki. Et à la une de Bonjour la France, les intolérances alimentaires. De plus en plus de Français seraient intolérants à certains aliments. Alors pour se sentir mieux, on se prive. On peut avoir une vie quotidienne, on en a parlé, un peu plus compliquée, une vie sociale difficile. Nous sommes toujours avec Laurence Plumet qui est avec nous. Et nous sommes aussi avec Brigitte Jolivet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'Association française des intolérants au gluten. Alors, on parle Oui. souvent de mode du sans gluten, mais pour des personnes intolérantes, le gluten, c'est devenu un vrai fléau. En fait, c'est indispensable. Le régime sans gluten est indispensable pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, qu'on appelle aussi malades cœliaques. Et voilà, donc c'est pas pour eux, c'est pas une mode, c'est vraiment le seul traitement pour leur pathologie. Mais D'accord. cette pathologie, elle existe réellement dans le public depuis combien de temps? Elle existe depuis très longtemps. On a commencé à en parler il y a très très longtemps, mais on fait le lien avec les céréales que depuis les années 50, mais 1950. Mais la pathologie existe depuis longtemps. Mais alors, quel est le rôle de votre association ? Eh bien, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les patients qui sont atteints de maladies cœliaques ou d'intolérance au gluten, mais on accompagne également les gens qui sont atteints d'hypersensibilité non cœliaque et on leur explique comment suivre le régime, on les accompagne dans leur démarche, on organise des rencontres, des colloques médicaux, etc. Mais alors, c'était votre cas, vous êtes découverte intolérante au gluten ? Non, c'était pas moi, c'est quand mon fils a été diagnostiqué que je suis rentrée à l'association. Et qu'est-ce que vous avez éliminé alors dans votre alimentation ou celle de votre fils ? En fait, le gluten, on le retrouve dans des céréales, le blé, le seigle et l'orge. Donc, il faut supprimer tout ce qui contient du blé, du seigle et de l'orge. Donc ça a été assez compliqué, j'imagine, au début. Maintenant, c'est plus simple puisqu'il y a beaucoup de produits qui surfent en tout cas sur le sans gluten. C'est exact. Moi, c'était il y a 25 ans, donc il y avait Ouais. très peu de choses. Aujourd'hui, on arrive à trouver pratiquement tous les produits qui sont faits normalement avec du blé. On arrive à les trouver sans gluten. Et Brigitte Jolivet, est-ce que ça a eu un impact sur votre vie sociale ? Ou en tout cas pour votre fils, est-ce que c'est plus compliqué ? Ah oui, bien sûr, au départ, il faut déjà le temps d'apprendre à bien gérer son régime, à bien connaître ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et puis après, c'est une organisation. Chez soi, c'est relativement facile parce qu'on supprime la farine de blé Oui. et on sait comment la remplacer. C'est beaucoup plus compliqué à l'extérieur où il faut toujours expliquer pourquoi on ne peut pas manger tel ou tel plat, savoir comment ça a été préparé, ce qu'il y a dedans. Donc, c'est pas toujours Vous êtes très toujours un peu facile. obligé de vous justifier, c'est pas très agréable, non ? Voilà, c'est ça. Et il y a des patients qui se désociabilisent à cause de ça Bah parce oui. que voilà, ils se lassent de demander, de toujours se justifier. Et cette mode du sans gluten a eu tendance aussi à pas mal banaliser le régime. Et c'est un peu plus compliqué pour les malades. Bon, merci beaucoup Brigitte Jolivet, présidente de l'Association française des intolérants au gluten, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes aussi en ligne avec le professeur Christophe Cellier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hépato-gastro-entérologue. Merci d'être avec nous. Alors, racontez-nous dans votre cabinet. J'imagine que vous voyez beaucoup de patients qui ont changé leur alimentation à cause de maux de ventre. Ils ont quel âge en moyenne ? Écoutez, moi je travaille donc à l'hôpital Pompidou, donc c'est un centre de référence pour une maladie qui s'appelle la maladie cœliaque. C'est des patients qui sont intolérants au gluten et qui souffrent d'une maladie, comme vous expliquez Mme Joly, une vraie maladie, avec une destruction de l'intestin. Et ces patients peuvent avoir tout type d'âge. Alors généralement, ça commence entre 18 et 30 ans, mais on peut les trouver après l'âge de 60 ans. Puis il y a 20% de ces patients qui sont diagnostiqués après l'âge de 60 ans. Alors, qu'est-ce que vous leur recommandez en premier ? Tout d'abord, de faire un diagnostic, parce que quand on a mal au ventre ou des ballonnements, il faut exactement savoir si c'est une véritable intolérance au gluten au sens maladie, c'est-à-dire si on a une vraie maladie cœliaque, parce qu'éventuellement on peut avoir aussi ce qu'on appelle des troubles fonctionnels intestinaux, c'est-à-dire une hypersensibilité intestinale. Et puis une fois qu'on a fait le diagnostic, qui est simplement fait par une prise de sang et
Quand la prise de sang est positive, on fait une fibroscopie pour aller faire des prélèvements dans l'intestin. À ce moment-là, on commence un régime sans gluten, et dans ce cas-là, c'est un régime sans gluten à vie, puisque ces malades, c'est vital pour eux de suivre un régime sans gluten. Pour les autres qui ont des troubles fonctionnels intestinaux, parfois le fait de diminuer un peu la charge en gluten les améliore, on appelle ça des hypersensibles, et puis ça peut être d'autres conseils, comme améliorer son hygiène de vie, faire du sport. Le stress aussi peut jouer beaucoup chez ces patients, mais le point essentiel, c'est de bien faire le diagnostic au départ, avant de commencer un régime. Professeur, on parle du régime FODMAP, j'imagine que vous le connaissez ? Oui, alors c'est un régime qui est également très, très médiatisé, à côté du régime sans gluten, qui consiste à diminuer l'apport en petits sucres, ce qu'on appelle les food maps, c'est des petits sucres, alors qui sont très variés, qui peuvent être dans le gluten, mais aussi dans les fruits, dans les pois chiches, dans les haricots par exemple, et qui fermentent dans l'intestin et peuvent donner un peu des ballonnements. Et ce régime a été montré actif ou efficace dans certains cas, notamment chez les patients qui souffrent ces troubles fonctionnels intestinaux, cette hypersensibilité intestinale. Donc c'est pas mal, vous le conseillez vous en tant C'est pas qu'hépato-gastro-entérologue? mal si on en a besoin et si on est amélioré. Il n'y a aucun régime qui est mauvais en soi, si ce n'est qu'il ne faut pas qu'il soit trop restrictif, parce que sinon on fait de l'orthorexie, c'est-à-dire on se coupe un peu du monde, on mange, on réduit son alimentation de façon anormale. Et puis après, si un régime, quel qu'il soit, améliore ses symptômes, pourquoi pas? L'essentiel, c'est de ne pas passer à côté d'un diagnostic plus grave et de faire le bilan avant pour ne pas commencer un régime alors que, par exemple, on a un cancer des intestins, par exemple. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Alors, Laurence Plumet, comment est-ce que on détecte tout simplement des allergies alimentaires? Comment est-ce qu'on fait le tri? D'abord, on pense, c'est vrai, à l'intolérance au gluten. Et donc, comme ça a été dit, une prise de sang, on recherche des anticorps. Maintenant, on sait très bien les détecter. C'est pour ça qu'on en trouve de plus en plus, parce qu'on a les moyens de dépister cette maladie. Mais on va où pour la faire? Alors, on va chez le médecin. Chez le médecin, on en parle. Et si jamais il soupçonne qu'il puisse y avoir une intolérance au gluten authentique, maladie cœliaque, ou une hypersensibilité au gluten, hop, laboratoire, prise de sang, pas besoin d'être à jeun. On recherche certains anticorps. Quand ces anticorps sont positifs, comme l'a dit le professeur Cellier, eh bien, on va dans le service de gastro-entérologie où là, hop, c'est pas la coloscopie par le bas, c'est la fibroscopie par le haut. Sympa. Et donc, on fait un prélèvement dans le duodénum. On regarde au niveau de la muqueuse du duodénum si elle est inflammatoire et pathologique. Et dans ce cas-là, on fait le diagnostic de maladie cœliaque. Voilà. Et là, c'est très important de le faire, ce diagnostic, parce que vous l'avez vu, c'est un régime à vie. Et la sécurité sociale prend en charge les produits. Parce que tous ces produits sans gluten, ça coûte très cher. Indépendamment du fait qu'on ne peut pas manger tout ce qu'on veut, loin de là, mais en plus de ça, ils sont très chers. Quelqu'un qui ignorerait les symptômes de la maladie cœliaque, de l'intolérance au gluten, quelles seraient les conséquences à long terme? Eh bien, à long terme, il entretient une inflammation, donc des douleurs abdominales sur fond d'inflammation chronique. Il peut y avoir une cancérisation qui est faible, dans 2% des cas, mais c'est quelqu'un qui s'expose à avoir des diarrhées chroniques, donc des malabsorptions, donc des carences. D'accord. Donc, qui est vraiment dans le domaine de la pathologie. Le nombre d'intolérants au gluten est quand même très bas en France. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Vous pouvez rappeler le pourcentage? On est à quoi? Entre 2 et 5%, à peine. On n'affole pas, c'est très bas. Alors, ça, les malades cœliaques. Mais il y a des gens qui sont sensibles au gluten. Comme le disait Brigitte Jolivet, qui est la présidente de l'AFDIAG. D'ailleurs, je souligne l'excellent travail de l'AFDIAG pour les malades cœliaques. C'est une association qui est remarquable. Donc, je la félicite au passage. Pour ceux qui sont sensibles au gluten, ce sont des gens dont tous les examens sont négatifs. On se dit, mince, il n'est pas cœliaque. Enfin, tant mieux pour lui. Mais en revanche, il est vraiment incommodé. Donc, on va se dire, s'il ne supporte pas ça, on supprime. Et on va supprimer le gluten. Voilà. Et puis, on s'aperçoit que la personne va mieux. Mais il va falloir les remplacer par autre chose pour ne pas provoquer de carence. Donc, c'est pas grave. Au lieu de prendre du pain, on va prendre des pains spéciaux sans gluten qui sont faits avec de la farine de riz, qui sont faits avec de la farine de maïs, qui sont faits avec de la farine de châtaigne. On va manger des pâtes sans gluten qui sont faites avec de la farine spéciale, vous voyez, qui ne soit pas de la farine de blé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir de bonnes raisons pour manger sans gluten. On ne se lance pas dans un sans gluten parce qu'on est allé voir un site qui dit « Ouais, le gluten, c'est une cochonnerie, c'est toxique, ça bousille, etc. » Les gens qui sont sensibles au gluten ont des problèmes de santé. Ce n'est pas le gluten qui est toxique en soi, c'est que ces gens-là sont prédisposés à mal le digérer. Donc, il faut en parler à son médecin et ne pas se priver de gluten, et a fortiori toute la famille, parce qu'on l'a vu et qu'on pense que c'est pas bon pour soi. Très bien. Merci, docteur Laurence Plumet, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle votre livre
sucre, gras et sel, ce que contiennent vraiment nos aliments aux éditions Erol. Et je crois que notre docteur maison, docteur Gérald Kierzek, vous aviez envie d'intervenir pour conclure Il ce est là, dossier. bonjour à tous. Oui, elle a complètement raison, Laurence Plumet. C'est-à-dire que le gluten, quand on est vraiment intolérant au gluten, il ne faut pas de gluten du tout. Après, on peut alléger, et tous on peut le faire, alléger son alimentation. C'est la différence entre le gluten free, c'est-à-dire pas du tout, et ça c'est les malades cœliaques, avec le gluten light, tout simplement, éviter le pain par exemple à midi. Deuxième chose que je voudrais dire, il y a beaucoup de tests qui fleurissent actuellement sur Internet, notamment des tests de sensibilité soi-disant alimentaire. Pas d'allergie, pas de maladie cœliaque, mais de sensibilité qui sont faits par des laboratoires. Ce n'est pas remboursé. Ça vous donne un résultat qu'on ne peut pas interpréter globalement. Et donc, c'est plutôt de l'ordre de l'arnaque marketing parce que derrière, on ne peut rien en faire et il n'y a pas de principe concret. Voilà. Très bien. Ne vous laissez pas arnaquer par ces tests-là. Donc en fait, il faut manger équilibré et si on ne sait pas manger équilibré, peut-être tout simplement consulter un nutritionniste. Exactement. Au moins une fois. Très bien, ou son généraliste aussi, bien sûr. Merci beaucoup Laurence, merci beaucoup docteur Gérald Kierzek. D'ailleurs, on va vous retrouver tout à l'heure. Merci à tous les auditeurs qui ont participé à cette une du jour.